Je vais maintenant passer la parole à Antoine Damécourt. Antoine Damécourt, vous êtes élu local, vous êtes maire depuis 2001 d'une commune située à côté de Sablé-sur-Sarthe qui s'appelle Avoise. Vous êtes également conseiller régional de Pays de la Loire, vous êtes conseiller au Conseil économique, social et environnemental. Et puis, vous êtes évidemment très investi sur les sujets agricoles et forestiers. Vous avez vous-même vous êtes installé sur une exploitation agricole dans la Sarthe, une exploitation polyculture et élevage. Et vous êtes très impliqué, bien sûr, sur les questions forestières, puisque vous êtes administrateur depuis 1988 du syndicat des propriétaires forestiers de la Sarthe. Vous êtes administrateur d'une coopérative forestière vous-même. Vous avez fondé et vous gérez une scierie mobile. Vous êtes également cofondateur d'une société spécialisée en valorisation des bois. Vous avez été président du CETEF de 2000 à 2010, président du CRPF Pays de la Loire, puis de Bretagne. Et vous êtes surtout le président de France Silva, qui est la Fédération des forestiers privés de France, depuis 2014. Donc vous êtes très bien placé pour nous expliquer comment les forestiers réagissent à ces impacts du changement climatique et comment à la fois vous pouvez intervenir sur l'adaptation de la forêt, mais peut-être aussi comment la forêt elle-même, vous l'avez observé, s'adapte. Je vous passe la parole. Par contre, votre micro est fermé. Merci beaucoup. J'espère que ça va passer. Parce que moi, on vous entend, on vous entend. Je suis en plein cœur de Paris, mais j'ai des problèmes de réseau. Je n'ai pas tout entendu, mais ce n'est pas très grave. La présentation, je la connais. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir invité. Donc cette forêt, évidemment, nous, les sylviculteurs, on vit du travail des générations précédentes et on travaille pour les générations futures. Donc ça, je crois qu'il n'y a pas d'autres métiers comme ça. Enfin, j'en ai pas trouvé en tout cas. Et c'est ce qui fait le charme, mais à la fois la difficulté. Donc, cette forêt, vous l'avez dit, hein, elle est multifonctionnelle. Et donc, elle est économique, sociale et environnementale. C'est les trois piliers. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, donc la forêt en France, c'est un tiers du territoire national, avec 75% de forêts privées et 25% de forêts publiques, donc domaniales et forêts des collectivités. Et la forêt privée que je représente, c'est 3 500 000 familles de propriétaires, c'est assez énorme, et avec 2 200 000 qui ont moins d'1 hectare. Donc, vous voyez la façon très disséminée. Pourquoi on en est là? La forêt, avant l'arrivée des énergies fossiles, c'était l'énergie, c'était le début de l'industrialisation, c'est-à-dire que les grandes forêts privées, c'était les verreries, les fonderies, les briqueteries. Et puis ces multiples petites forêts, eh bien, elles alimentaient les villages, les hameaux, les exploitations agricoles. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de propriétaires. Et c'est vrai que l'arrivée des énergies fossiles a fait que, j'aime le raconter, mais dans les années 60, on avait même dans des fermes en plein milieu de la campagne, la cuisinière était une cuisinière à mazout. Et on avait un bidon de fioul à côté de la cuisinière dans la cuisine. On n'imagine pas aujourd'hui quelqu'un mettre un bidon de fioul dans sa cuisine. C'est pour remettre l'évolution. Voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette forêt, elle doit reproduire, donc, en partie économique, des bois dont on a besoin, parce qu'il y a un grand engouement pour la maison bois. On fixe le carbone en construisant ou en utilisant du bois. Et puis le bois énergie, à ces périodes d'autonomie énergétique, le bois énergie, il faut absolument le relancer. Et donc, il ne faut pas dire que le bois énergie. Et on l'a vu parce que l'ADEME en ce moment d'ailleurs fait des publicités sur les radios publiques sur le bienfait du bois énergie. Donc si on veut relancer un peu cette gestion de la petite propriété forestière et même la valorisation de la plus grande propriété forestière, il faut absolument bien développer ce bois énergie qui est la base en fait, parce qu'on ne produit pas des tubes. J'aime à dire que le bois énergie est au bois d'œuvre, ce que l'épluchure est à la pomme de terre. On ne cultive pas des pommes de terre pour faire des épluchures, mais on ne sait pas faire des pommes de terre sans épluchures. Voilà, donc ça c'est très important sur la partie économique. Et alors, on a la chance en France d'avoir 136 essences forestières, alors que l'Allemagne n'en aurait que 20.
Et ça, c'est une grande force dans le cadre du réchauffement climatique que Nathalie nous a décrit et les incidences du réchauffement climatique. Parce que nous, les forestiers, on l'a observé depuis très longtemps, hein, ce réchauffement. On n'est pas climato-sceptique, ce changement du climat. Donc, ces 136 essences forestières, il faut absolument qu'on arrive à les utiliser parce que la diversité des peuplements nous permettra probablement de passer les coups de boutoir et on aura une diversité des peuplements, on conservera cette diversité des peuplements que si on a une diversité des usages. Or, en parallèle, sur la partie économique, on est passé des années 50 où vous aviez une scierie par massif forestier parce qu'on ne savait pas transporter des grumes de bois, des billes. Donc, la scierie, elle était au cœur de la forêt et elle sciait tout ce que la forêt produisait. Aujourd'hui, on a eu une industrialisation qui est bien, on a des magnifiques entreprises de transformation du bois, mais ce qui fait qu'elles ne sont plus au cœur des forêts et aujourd'hui, elles sont concentrées sur quelques essences, mais il y a plein d'essences aujourd'hui qu'on ne valorise pas. Et si on veut garder cette diversité, il faut absolument qu'on trouve des utilisations, que le consommateur se réintéresse à tous ces bois, que les scieurs se réintéressent à tous ces bois. Donc, c'est un des grands enjeux qu'on doit étudier pour l'avenir. Ça, c'est pour la partie économique. La partie sociale et sociétale, eh bien évidemment, elle n'est pas bien commun, elle est d'intérêt général. Elle n'est pas bien commun parce qu'elle est privée, même les forêts des collectivités, c'est le bien privé des communes, le bien privé des conseils départementaux, le domanial. Donc voilà, et donc la forêt, elle est privée, elle n'est pas bien commun, mais elle est d'intérêt général, c'est-à-dire qu'on l'a dit, elle fixe le carbone, elle purifie les eaux, hein, les eaux forestières, les zones de captage forestière produisent des eaux moins polluées que des zones qui sont plus agricoles. Elle structure les paysages, elle empêche l'assèchement des sols. Et voilà. Mais il ne faut pas opposer les sylvicultures, c'est-à-dire que il y en a qui prônent la forêt à couvert continu. C'est une bonne chose, ça existe et c'est une gestion particulière, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut dire qu'il ne faut plus de coupe rase. La coupe rase, c'est aussi un mode de gestion quand on a un peuplement régulier qui a été géré pendant 2 ou 3 générations. Pour arriver à la coupe rase, c'est difficile de dire du jour au lendemain, on ne fera pas cette coupe parce qu'elle ne nous plaît pas. Et c'est souvent d'ailleurs des problèmes de paysage quand on n'accepte pas la coupe. Alors c'est aussi parce que de plus en plus, on est dans un monde plus de citadins, c'est-à-dire que les gens ne comprennent plus qu'on puisse couper un arbre si ce n'est pas nous qui l'avons planté, ne comprennent plus qu'on puisse changer le paysage qui est devant chez eux, etc. Donc tout ça, c'est le rôle des forestiers que de l'expliquer, d'expliquer que là on nous dit que la forêt, si on fait des jeunes plantations, ça ne fixe pas de part carbone parce que les 10-15 premières années, les arbres ne fixent pas de carbone. Mais si on ne plante pas de jeunes arbres aujourd'hui, on ne fixera pas de carbone demain. Donc, il faut absolument ne rien faire aujourd'hui en se disant il y a le réchauffement, il y a des dépérissements et il ne faut rien faire, il faut laisser tout ça. Ce serait une grosse erreur. Le ne rien faire. Alors, il y a peut-être des choses qu'on va faire qui ne vont pas correspondre à ce qu'on attendait, mais en tout cas, il faut faire plein de choses différentes pour voir et pour arriver à s'adapter. Encore une fois, je le dis, ce qu'on fait, c'est sur plusieurs générations. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, celui qui le fait n'en verra pas forcément le résultat. Et puis, la partie environnementale, 80% de la biodiversité terrestre est en forêt. Donc, aujourd'hui, il y a assez peu de pertes de biodiversité en forêt, et en particulier la LPO au niveau des oiseaux dit bien que les espèces forestières ont assez peu disparu. Donc, il faut par contre faire très attention. Et les propriétaires forestiers, je dis souvent qu'ils font de la biodiversité sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire que c'est plus par de la formation, leur faire prendre conscience, parce que souvent un petit propriétaire se dit mais moi je fais une coupe, il faut que ce soit propre derrière, je veux pas que ce soit voilà, mais on fait pas d'omelette sans casser des œufs et le propre c'est pas forcément ce qu'il faut attendre, c'est-à-dire qu'un arbre sec au milieu d'une parcelle qui est plein de trous de pique, etc., le couper pour faire du bois de chauffage, on ne le mettra même pas dans la cheminée parce qu'il est complètement pourri, et donc il faut le laisser parce que c'est un cortège de biodiversité. Et ça, on a créé au niveau du CNTF-IDF l'indice de biodiversité potentielle, et quand le propriétaire a compris que dans sa forêt, il était producteur de biodiversité, et bien finalement, il devient passionné par la biodiversité, ce qui n'empêche pas d'être passionné par une production de bois
et de bois d'œuvre ou de bois de chauffage. Donc voilà, ces 3 points sont très importants. Et donc là, en ce moment, la Première ministre et le ministre de l'Agriculture a annoncé encore avant-hier un plan qui a été travaillé par un groupe de travail national sur la mobilisation de la petite propriété forestière et qui, soi-disant, serait gérée. En fait, on ne sait pas, il y a plein de petites propriétés qui sont gérées et avec des propriétaires qui sont très attentifs et qui se transmettent la petite parcelle forestière. Mais en fait, on ne les connaît pas. Et là, je pense que les notaires, c'est un grand sujet. C'est qu'aujourd'hui, on a un vrai problème sur le cadastre. Le cadastre ne nous permet pas de connaître les propriétaires, de savoir où ils sont. Donc, c'est ce qu'on a dit au ministre de l'Agriculture et à la Première ministre, c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à des solutions pour avoir un cadastre qui soit plus facile à utiliser, en tout cas sur ces petites parcelles. Mais je sais que vous, les notaires, c'est un de vos sujets importants. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé les 10 minutes, mais en tout cas, cette forêt, elle n'a que des belles histoires à raconter. Et il faut absolument que c'est d'intérêt général. Aller dans le même sens. Les problèmes sanitaires, c'est la calarose sur le frêne, c'est la bande rouge sur le pin laricio, c'est l'encre sur le châtaignier, c'est les scolites sur les résineux. Donc, ce qu'il faut qu'ils mettent. Mais les propriétaires forestiers sont tellement passionnés qu'ils vont faire des essais, il y aura probablement des échecs dans les essais qu'on va faire, mais c'est ce qui nous fera passer plus loin pour transmettre aux générations futures des forêts qui jouent ces 3 rôles économiques, social et environnemental.